Je crois que je n'ai jamais autant regardé de films en un mois et surtout autant regardé de bons films. Salut à tous, c'est avec une nouvelle coupe de cheveux que je vous retrouve dans le top des films que j'ai découverts en mars 2021. Je rappelle rapidement le concept, depuis le début de l'année, je fais un débrief à chaque fin de mois des films que j'ai découverts pendant le mois. Il y a des films que je découvre ou que je redécouvre et le but c'est de faire à chaque fois un petit top 5 pour vous présenter des films tout simplement. On perd pas de temps, juste avant de passer au top 5, je fais rapidement la liste de tous ceux que j'ai découverts avec un petit mot à chaque fois dessus. Donc j'ai pu revoir un classique d'enfance, Le Labyrinthe, qui est toujours aussi bon. Est-ce que c'est parce que c'est de la nostalgie aussi ? Peut-être, sûrement même. J'ai pu voir Scandale, un film qui parle du scandale, de quand le patron de Fox News a été accusé d'agression sexuelle à maintes reprises. Le film est fabuleux et vraiment dur, parce que ça parle aussi de toutes ces femmes qui se sont faites agresser, mais qui pensent être les seules. Du coup, pour pas perdre leur job, qui est souvent leur job de rêve, de travailler dans cette si grande émission, elles ne disent rien. Ce qui fait qu'énormément de femmes dans cette entreprise, et sûrement dans plein d'autres aujourd'hui, subissent des agressions de leur patron, mais n'osent rien dire pour ne pas perdre leur job. C'est un film poignant, et en plus il y a Margot Robbie qui joue merveilleusement bien, comme d'habitude. J'ai aussi vu The Town, un film de Ben Affleck avec Ben Affleck, un super film de braquage. J'ai pu voir Starship Trooper, qui est un mélange des vieux films de Disney Channel et de Alien, mais en fait comme c'est le but du film et que c'est un grand réalisateur, ça donne un résultat sublime. J. Edgar de Clint Eastwood avec DiCaprio. J'ai pas vraiment été pris dans le film, mais si vous aimez l'histoire du FBI, je vous le conseille évidemment. Do the Right Thing de Spike Lee, qui a failli se retrouver dans mon top. J'ai plus les mots, Spike Lee. Chaque film, il me surprend encore et je l'aime encore plus à chaque fois. J'ai découvert aussi Trafic. Comme pour J. Edgar, j'ai pas forcément été pris dans l'histoire, mais le film traite de la drogue chez les jeunes aux États-Unis et du commerce avec le Mexique, etc. Et c'est extrêmement bien raconté. Thelma et Louise de Ridley Scott, qui est juste une ode à l'aventure et à la liberté. Les Noces funèbres de Burton, qui est une claque visuelle et poétique. Est-ce que ça se dit? Je sais pas, mais je le dis. Mean Girls. Palm Springs, une excellente comédie romantique qui, comme pour Un jour sans fin, part du principe où le même jour se répète indéfiniment. Fight Club, c'est mon deuxième visionnage, et si vous avez vu Fight Club, vous savez à quel point le deuxième visionnage est important. Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck. David Fincher qui est aussi le réalisateur de Fight Club, un thriller juste incroyable. Zack Snyder's Justice League, j'ai fait une vidéo sur la chaîne dédiée à ce film, n'hésitez pas à aller la voir. Saw 1 et 2, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà en avril, et j'ai continué la suite des Saw. Du coup, je vous en parlerai plus en détail dans mon top d'avril. A Ghost Story, un film qui a failli se retrouver dans mon top 5, le summum de la poésie avec Casey Affleck et Rooney Mara. About Time, que j'avais déjà vu en 2019, une histoire d'amour qui a la particularité d'avoir un élément fictif, une sorte de pouvoir dedans. Mais c'est tellement bien amené qu'on y croit, et du coup c'est une comédie romantique comme les autres, dans le sens où si vous aimez d'habitude les comédies romantiques, celle-là vous plaira aussi forcément. En plus c'est un des premiers rôles de Margot Robbie, c'est un tout petit rôle, mais elle est là, et il faut le noter. Pacific Rim, qui est aussi un de mes films d'enfance préférés, une claque monumentale encore une fois, et j'avais oublié à quel point les musiques sont aussi bonnes. Et j'ai également revu La Planète des Singes 1, 2 et 3. Et normalement je voulais les mettre en top 1 de mon top, mais je ferai une vidéo dédiée à ces trois films. Comme ça me permet de mettre un autre film dans mon top 5. Mais enfin, comme vous le savez, les Oscars arrivent très prochainement. Et comme j'ai prévu de faire une vidéo sur la cérémonie pour faire mes pronostics sur les résultats, j'ai rattrapé le maximum de films. Du coup je vais vous les citer sans dire un mot dessus, parce que je le ferai plus en détail dans ma vidéo des Oscars justement. D'ailleurs quand la vidéo sortira, n'hésitez pas à aller la voir, il y a des grosses pépites cette année. Du coup on a The Trial of the Chicago 7, Da Five Bloods de Spike Lee, Le Blues de Ma Rainey, One Night in Miami, Sound of Metal, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Quoi qu'il arrive je vous aime, Voyage vers la lune, Nomadland, Minari et Hillbilly Elegy. Et voilà, je vous ai parlé rapidement de 34 films, maintenant on passe directement au top 5. À la 5ème position, un film dont je n'avais jamais entendu de ma vie, Elephant. Elephant est un film sur la fusillade de Columbine qui a lieu en Amérique en 1998. Le film a d'ailleurs eu la Palme d'Or à Cannes en 2003. Bon, je vais directement commencer avec le négatif. Le seul point négatif pour moi du film, c'est qu'il y a quand même à certains moments une assez grosse critique des jeux vidéo, avec notamment un des deux tueurs dans le film qui à un moment joue à un jeu de tir, ou alors au moment de la fusillade, un plan de quelques secondes où on voit à la première personne ce que voit le tireur, comme si c'était un jeu vidéo. Et à la manière aussi dont il parle de la tuerie, en fait c'est vraiment comme si pour eux c'était un jeu. Après quelques recherches, il se trouve qu'à l'époque c'était un peu le début des jeux vidéo, donc on savait pas trop ce que c'était, et on pensait beaucoup que les violences de cette époque étaient dues aux jeux vidéo. Donc pour l'époque c'est justifiable, mais comme c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, je trouve que ça a un peu mal vieilli.
vieilli. D'ailleurs, la majorité des plans du film sont tournés à l'arrière des personnages, un peu en hauteur. Je sais pas si c'est voulu, parce que je sais pas s'il y avait des jeux vidéo comme ça à l'époque, et vous savez, c'est comme si du coup on était la caméra, et que le personnage en fait dans le film était le joueur qu'on contrôlait. C'est tellement mal expliqué, bon je vous mets des images pour que vous compreniez. Mais à part ça, le film c'est vraiment un sans faute. Le premier truc qui m'a frappé, je pense que c'est l'inspiration Kubrick. Kubrick, j'en parlerai dans la suite de Stop. Du coup avec notamment un plan sur une télé, qui est un peu le même que dans Shining, mais aussi dans énormément d'autres plans, notamment ceux des couloirs par exemple. Mais ça c'est un gros point positif parce que du coup le film est magnifique. Il n'y a quasiment que des plans séquences très longs et complexes, avec une mise en scène qui a dû péter le crâne des scénaristes, mais tout ça, ça nous permet de nous immerger à 100% dans ce massacre. Ce que j'adore aussi, c'est de nous présenter plein de personnages pendant les bons 2/3 voire 3/4 du film, pour que certains meurent instantanément dès le début de la fusillade. C'est un côté hyper cru parce que du coup on s'attache à eux tout le film, et la fusillade commence, au revoir, c'est fini. Cette personne ne vivra plus jamais. Parce que oui, du coup, le film fonctionne en nous présentant plein de points de vue, et ça permet de bien appuyer sur le fait que c'est un lieu plein de diversité, avec plein de gens différents, et au final, ils connaîtront tous le même sort. Il y a un autre truc que j'adore dans ce film, qui est un peu comme chez Kubrick, mais là je pense pas que c'est une inspiration, enfin c'est juste ce genre de cinéma, c'est quand la caméra fait un mouvement et elle vient se positionner pour créer un vrai tableau. Je pense notamment à la scène qui filme un terrain de sport, où plein de jeunes jouent ensemble, la caméra est fixe, le plan dure quelques minutes, et puis au bout d'un moment il y en a un qui se déplace et qui va vers le lycée, là la caméra se décroche et commence à le suivre, on le suit pendant une petite distance, et puis là la caméra s'arrête, et on laisse le personnage aller seul dans le lycée, donc dans son futur enfer, et le plan où la caméra s'arrête est magnifique, il y a plein de mouvements, il y a plein de gens qui se baladent, la mise en scène est folle, mais au-delà du fait que le plan est magnifique, ce qui me fascine vraiment, c'est que juste avant on a eu un long plan de plusieurs minutes, après la caméra s'est déplacée et elle est venue se positionner, c'est-à-dire que c'est le même plan qui dure ultra longtemps, et qui termine sur un rendu magnifique. Enfin bref, j'ai également trouvé les tirs ultra réalistes, et la violence particulièrement bien décrite. Le côté hyper simple d'avoir des armes aux États-Unis est subtilement bien montré. On les voit faire leur petit shopping sur internet, comme si nous on commandait, je sais pas, une lampe sur Amazon par exemple. Et puis après il y a un plan en particulier, celui de la télé dont je vous ai parlé au début, où en fait à la télé il y a un documentaire nazi qui passe. Enfin c'est pas un documentaire des nazis, c'est un documentaire sur les nazis. Donc déjà rien que ça montre l'ambiance du truc. Et le plan est fait de façon à ce qu'il y ait des petites fenêtres au-dessus. Et donc pendant 30 secondes, 1 minute, on voit le documentaire, et puis là il y a un petit camion de livraison qui arrive se garer devant la maison. Mais du coup ce qui est horrible, c'est que c'est une scène ultra banale, mais nous dès que le camion arrive, on sait très bien pourquoi est-ce que le camion est là. Du coup après le livreur il sort, la caméra se tourne et on les voit récupérer l'arme tranquillement. Ce plan m'a vraiment choqué, je le trouve parfait, plein de sens et surtout terrifiant. En bref, Elephant c'est une prouesse de technique et de messages puissants. C'est assez dur mais accessible, donc je vous le conseille fortement, que vous soyez des amoureux de la technique ou alors des passionnés de sensations fortes. Ok, c'est fini et on passe directement à la 4e position. Il y a un réalisateur dont je vous ai énormément parlé sur cette chaîne et je vais continuer d'en parler. Il s'agit bien évidemment de Terrence Malick avec son film le plus célèbre, si on oublie Tree of Life, La Ligne Rouge. No hurt, no grief, not even death. Avec La Ligne Rouge, ça fait 5 Malick que je vois et je pense que c'est le plus abordable. C'est en même temps classique, avec des scènes de guerre qu'on connaît, enfin c'est un film de guerre, donc on voit tous ce que c'est, un film de guerre. Donc c'est assez grand public sur ce point-là, mais en même temps il arrive à insérer sa philosophie qui lui est propre. Avec par exemple des séquences où il y a des plans qui se suivent sans forcément de fil rouge, et surtout énormément de voix off en monologue qui parlent de la vie, de la mort, mais surtout de l'amour et de la guerre. Dans tous les autres Malick que j'ai vus, à part un peu moins dans Une vie cachée, qui est peut-être le deuxième le plus abordable dans ceux que j'ai vus, et bah c'est que ça, que des compilations d'images sans forcément de fil rouge, avec une voix off en monologue qui philosophe sur tout. Donc en regardant La Ligne Rouge, soit vous n'appréciez pas ces séquences qui sont propres à Malick, mais vous regardez quand même un excellent film de guerre parce que c'est quand même ça le sujet principal du film, soit vous appréciez ces séquences et alors là vous êtes prêt pour attaquer le reste du cinéma de Malick. J'adore comment dans La Ligne Rouge il arrive à nous parler de plein de personnages différents. Il y en a juste un ou deux qui sont principaux mais qu'on voit pas tellement plus que les autres à l'écran. Ça nous permet d'avoir plein de points de vue différents, plein de manières de voir la guerre. On peut voir des soldats silencieux, mais aussi ceux qui crient, ceux qui deviennent fous. On peut voir les cruels, les pacifistes, les contemplateurs, les amoureux, ceux au cœur brisé, ceux à l'âme brisée, ceux qui créent des amitiés pendant les batailles, mais qui une fois en paix doivent se séparer, et donc en quelque sorte dire adieu à ceux qui ont partagé le moment le plus difficile de leur vie. Il y a aussi ceux qui abandonnent, ceux qui ne lâchent rien, ceux qui pleurent et ceux qui rigolent de tout ça, et puis de manière générale ceux qui vivent
et ceux qui meurent. C'est assez dur comme film et ça nous est montré avec une photo sublime, avec des paysages à couper le souffle et des plans qui suivent les soldats dans la brousse de la manière la plus belle que j'ai jamais pu voir dans un film de guerre. Mention spéciale à la première scène de combat, c'est ultra long, ultra lent, mais le moment où ça part, c'est le summum. Ça m'a pas mal fait penser à la première scène du soldat Ryan. Enfin bref, c'est un casting de malade mental, c'est impossible que vous ne reconnaissiez aucune tête. Ça va de George Clooney à Woody Harrelson, ou encore Sean Penn et Adrien Brody. C'était un moment fabuleux, hors du temps. C'est assez long, mais moi c'est ce qui me plaît chez Malik. Il y a des textes vraiment magnifiques. Si vous adorez la poésie, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Ok, on peut tout de suite passer à la 3e position. Quand je vous ai parlé d'Elephant, je vous ai dit que j'allais reparler de Kubrick, c'est maintenant. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de voir le film dont je vais vous parler, je pensais que je n'aimais vraiment pas Kubrick. Kubrick, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est considéré par beaucoup comme le meilleur réalisateur de l'histoire. Et moi, à chaque fois que je voyais un de ses films, je ressortais mitigé. Comme si j'avais adoré et détesté à la fois. Pour moi, Kubrick c'était vraiment un réalisateur surcoté. Puis j'ai découvert le film dont je vais vous parler juste après, et c'est directement devenu pour moi le meilleur réalisateur. Mais pas parce que ce film m'a particulièrement touché, pas plus que les autres que j'ai vus de lui, mais parce qu'en fait je me suis rendu compte que le cinéma de Kubrick, il me procure pas forcément d'émotion. Ce n'est pas un cinéma, en tout cas pour moi, qui est là pour me toucher, pour me faire pleurer, pour me faire avoir peur, mais c'est le cinéma qui techniquement me fascine le plus sur cette terre. En tout cas bien évidemment, de ce que j'ai pu voir dans ma vie aujourd'hui. Regardez un Kubrick en mettant un peu de côté l'histoire, et en se concentrant seulement sur les angles, les couleurs, les détails, c'est pour moi ce qu'il y a de plus passionnant au monde en fait. Je pense que c'est vraiment parce que, comme vous le savez, je rêve d'être réalisateur, et du coup de plus en plus chaque jour je m'intéresse à la technique des films, savoir comment est-ce qu'on fait un film, comment est-ce qu'on le construit. Et donc de plus en plus je fais attention à la technique dans les films, et du coup je me répète, mais pour moi c'est le cinéma qui techniquement est le plus fascinant au monde. Et du coup le film à la 3e position de ce top, c'est un film que je pensais que j'allais détester, parce que je suis un grand fan de films d'horreur, et les films d'horreur grand public, c'est pas forcément les meilleurs, c'est bien évidemment Shining. Here's Johnny! J'ai vu la version européenne de Shining, donc la version plus courte. Enfin, c'est pas vraiment la plus courte, c'est plus la version américaine qui est plus longue. Et donc du coup, dans cette version européenne, il manque 20 minutes du film. 20 minutes du film qui, dans la version américaine, se concentre beaucoup sur l'alcoolisme du personnage principal. Ah oui, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas lu le livre. Donc tout ce qui est incohérence, etc., ou respect de l'œuvre originale, je suis pas du tout dedans. Et donc j'ai aussi volontairement regardé la version 1.33 du film. Quand on dit 1.33, c'est le format de l'écran. C'est un format d'image beaucoup plus carré que la norme, et on l'appelle 1.33 parce qu'au cinéma, les formats, on les nomme en fonction de la largeur 1. Du coup, ça veut dire, je vais essayer de faire dans le retour, que pour la largeur 1, vous avez l'équivalent de 1.33, cette largeur. Et là, je filme dans le format standard de la télé, donc 1/78, le format 16/9. Et du coup, les bandes noires dans les films au-dessus et en dessous, c'est parce que les films sont généralement filmés en 2.39. Donc pour 1, vous avez 2,39 de longueur. Et comme les films s'adaptent au format 16/9 de la télé, ça crée des bandes noires en dessous et au-dessus. Au-dessus et en dessous, c'est mieux. Et donc pour en revenir à Shining, il est en format 1.33. Format 1.33 qui est comme A Ghost Story et Zack Snyder Justice League dont je vous ai parlé dans les films que j'ai vus ce mois-ci. Je fais un petit point là-dessus aussi dans ma vidéo sur la Zack Snyder's Justice League. Bref, je parle beaucoup trop. Le format 1.33, ça crée une sorte de claustrophobie. Comme on a moins d'espace sur les côtés, on a moins d'espace pour respirer, on est beaucoup plus enfermé. Ça fait aussi que comme c'est presque carré, on se concentre énormément sur le centre de l'image, ce qui va permettre à Kubrick de mettre en avant énormément de choses. Enfin bref, le format offre vraiment une dimension angoissante au film. Après, ça dépend aussi des films. Dans Zack Snyder's Justice League, ce format est utilisé pour qu'on ait beaucoup plus de hauteur. Mais là, c'est un peu galère à expliquer, donc si vous voulez plus de détails, allez vraiment voir ma vidéo. Comme j'ai dit dans ma mini intro, c'est un film d'horreur un peu grand public, très connu, que quasiment tout le monde a vu. Et du coup, j'avais un peu peur parce que généralement, les films d'horreur grand public sont soit pas très bons, soit pas du tout angoissants. Et là, Shining, c'est pas du tout angoissant. Moi, ça m'a pas du tout fait flipper. Et c'est un peu ce que je redoutais du film, mais comme techniquement c'est divin, en fait, la peur, je m'en fous quoi. C'est juste que, comme les autres films que j'ai vus de lui, d'ailleurs, je vais faire un petit point rapide sur les films que j'ai vus de lui, j'en ai vu que 3 autres. J'ai pu voir Full Metal Jacket, qui m'a énormément plu, mais pareil, les personnages qui meurent ou qui vivent. J'ai également vu Orange Mécanique, lui j'en ai entendu parler toute ma vie, comme quoi c'était un des pires films d'horreur. Ce n'était pas du tout flippant, je pense que c'était vraiment terrifiant pour l'époque, vu comment est foutu le film. Et surtout Orange Mécanique, ça m'a un peu laissé sur ma faim, c'est-à-dire qu'au début c'est incroyable. Et puis après il y a toute une moitié du film où c'est un peu lent, c'est mou, c'est intéressant, mais
c'est vide, enfin j'ai trouvé ça vide. Et j'ai aussi vu du coup 2001. Pourquoi filmer 20 minutes des vieux humains qui juste se tapent avec des os? Non ok, je sais qu'il y a une très grande volonté artistique derrière et je sais que ça veut dire beaucoup de choses, mais moi je me suis vraiment ennuyé devant 2001. Et du coup Shining c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les personnages principaux, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, je m'en fichais. J'ai eu zéro attache aux personnages et du coup j'étais vraiment détaché du film. Ce qui m'a permis de me concentrer vraiment sur la technique. Les plans à la steadicam du film, c'est un truc monumental. Les steadicam, vous savez, c'est genre des gros poids où on pose la caméra dessus, mais du coup comme il y a énormément de poids en dessous, c'est hyper fixe. Du coup on peut faire des grands mouvements sans que la caméra tremble une seconde. Et donc du coup ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez très bien des plans cultes du petit qui va à fond avec son petit vélo dans les couloirs. Les plans sont juste fous, le petit il fonce, il passe sur des petits tapis. On dit comme ça c'est pas très vendeur de passer sur des tapis, mais comme c'est plein de tapis différents, le bruit change à chaque fois, c'est-à-dire que du coup les roues passent sur un tapis donc il y a plus de bruit, puis sur le sol donc il y a plein de bruit, puis sur un tapis donc il y a plus de bruit, et du coup ça crée un certain rythme dans le son. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui, moi, m'ont rendu fou du début à la fin. Le fait qu'on soit perdu entre le réel et l'irréel, ça aussi c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Shining, j'en avais vraiment entendu parler toute ma vie. Je connaissais quasiment chaque scène par cœur, tellement je les avais vues sorties de leur contexte, que ce soit dans des mèmes ou dans des exemples, dans des vidéos YouTube. Mais le tout assemblé, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup, je pense que le cinéma de Kubrick est vraiment la parfaite représentation de tout ce que j'essaye de ressentir en ce moment au cinéma. En bref, je voulais vous parler aussi de deux petits plans du film qui m'ont fasciné, donc là c'est un peu la partie spoiler. Allez directement au top 2 si vous voulez rien savoir du film. Donc dans les deux plans dont j'ai envie de vous parler, il y a celui où le petit revient de la salle 237. Comme vous le savez, depuis le début du film, on lui interdit absolument d'entrer dans cette salle, et donc plusieurs fois il passe devant, et à un moment il la voit, et il décide d'y aller. Sauf que là ce qui est horrible, c'est qu'on le voit rentrer, et ensuite on passe sur les autres personnages, c'est-à-dire qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle. Et là on voit Jack Nicholson en train de faire un cauchemar, il se met à crier, sa femme arrive, ils sont là, ils sont paniqués, tout ça, et lui il dit à sa femme, j'ai fait un cauchemar où je vous tuais, mais pas seulement, je vous découpais aussi en morceaux. Donc là la tension elle est assez horrible, sachant qu'entre les deux c'était pas top jusque là. Et puis là la caméra se place au niveau d'une des grandes portes de la salle, et on voit le petit de dos qui se met à marcher vers ses deux parents. Donc là c'est vraiment le père qui annonce à la mère qui vient de rêver qu'il les découpait en morceaux, et on voit le petit qui revient de la chambre interdite sans qu'on sache ce qui s'est passé dedans, qui avance tout doucement vers eux. Everything's gonna be alright. Come on, let's get up off the floor. Et du coup voilà, c'est le genre d'éléments qui font que ce film m'a fasciné. Il y a un autre plan aussi, celui-là je le retiens parce que c'est le seul qui m'a vraiment terrifié du film. En fait c'est le seul moment où j'ai eu peur. Moi je pense que le truc qui me terrifie le plus au cinéma, c'est quand il y a des plans un peu normaux, ou pas forcément normaux, mais dedans il y a quelque chose d'ultra anormal. Et souvent ce truc anormal c'est quelque chose qui a un peu la forme humaine, mais pas trop quoi. Je pense notamment à ce plan d'Hérédité, ce plan de Jessie. Hello? Ou encore plus récemment dans mes visionnages, ce plan de Saw. C'est le truc qui me terrifie le plus, c'est-à-dire que c'est un humain, mais c'est pas un humain, on le voit, ou alors c'est pas un humain normal, et on sait que ses intentions sont malveillantes. Et du coup dans Shining, il y a le plan où la mère elle monte les escaliers, et là on voit un homme déguisé en ours, en train de faire une fellation à quelqu'un d'autre, et là il se lève et il regarde la mer, et il y a un gros zoom sur sa tête, et j'ai paralysé dans mon siège. Bref, on passe directement au top 2. Bon, les top 1 et 2, ça va être plutôt rapide parce que j'ai pas grand chose à dire sur ces films, c'était surtout du ressenti. À la deuxième position, la version de Coppola de 1992 de Dracula. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death.
J'ai rarement été autant émerveillé devant un film. Il y a quelques trucs, notamment dans les effets spéciaux ou les costumes, qui ont un peu mal vieilli, qui sont très cheap, mais la réalisation de Coppola est encore tellement parfaite aujourd'hui que le film est toujours génial à regarder. Il y a tellement d'idées innovantes. C'est l'histoire classique de Dracula qu'on connaît tous, mais là il y a des trucs comme par exemple l'ombre de Dracula qui est décalée par rapport à ses mouvements. C'est tellement bien fait et tellement perturbant. Ash of humanity. To share its life, its changes, its death. There. You, Count, are... Les transformations sont très bien faites, les moments de frayeur aussi, il y a plusieurs moments où j'étais pas bien, et je pense surtout le gros point positif du film, c'est cette ultra sensualité. C'est un porno, vraiment un porno, mais genre le porno où vous êtes trompé de catégorie. Vous n'êtes pas sur le site où vous devriez être. Bon, j'exagère, c'est pas forcément à ce point un porno, mais par exemple un loup-garou qui fait l'amour avec une dame, c'est normal dans ce film. Je pense que c'est un gros point positif parce que ça dépeint énormément avec la violence du film. Il y a des moments ça sert le propos du film, qui est quand même une histoire d'amour, mais il y a des moments ça nous gêne, ça nous terrifie, c'est vraiment ultra intéressant de mettre ça dans un film. Et ouais, comme je viens de le dire, le film c'est avant tout une histoire d'amour, mais une histoire d'amour que je trouve magnifique. J'étais vraiment du côté de Dracula dans ce film. Comme pour Shining, je vais vous parler d'une scène en particulier, et je pense que là vraiment c'est la scène qui m'a le plus fasciné de ma vie. Même pas la scène, juste le plan qui m'a le plus fasciné de ma vie. C'est Dracula qui était en pleine sensualisation avec sa bien-aimée. Bon, j'aurais très bien pu dire qu'il faisait l'amour, mais là c'était façon vampire, à base de morsures et de sang, donc c'est un lexique que je ne maîtrise malheureusement pas. Et là il y a les humains qui arrivent pour l'attaquer. Bon, de toute façon je vous mettrai l'image, mais là on le voit devant les humains, et le plan me fascine parce qu'il y a tellement de messages et de trucs à dire en fait en une seule plan. En une seule plan. Très bien Isaac. En un seul plan. Déjà on est du point de vue des humains, la caméra se positionne comme si on était leurs yeux, et on est en contre-plongée, donc Dracula est au-dessus de nous, il est plus imposant. C'est comme ça au cinéma, quand le personnage est filmé d'en dessous, c'est pour montrer qu'il est imposant, quand il est filmé d'au-dessus, c'est pour montrer qu'il se fait imposer. Ça veut rien dire, pour montrer qu'il est faible. Et là cette contre-plongée, ça fait que non seulement Dracula est puissant, mais surtout il est puissant par rapport à nous, parce que je rappelle que la caméra est placée au niveau des yeux des humains. Donc Dracula est au-dessus de nous, c'est lui qui est en position de force dans cette scène. Donc déjà c'est terrifiant, et en plus, moi ce qui me rend fou, c'est qu'un des humains brandit une croix, et Dieu a une position très particulière dans cette œuvre, parce que c'est lui qui en quelque sorte a retiré la bien-aimée de Dracula. Enfin c'est la religion de manière plus globale. Et là la croix qui est dans les films est tout le temps utilisée pour contrer les démons, tout ça, qui est le symbole de puissance. Dracula la regarde, et là la croix... You think you can destroy me? You're prend feu. Donc non seulement Dracula est en position de force par rapport à nous, mais en plus notre seule arme prend feu. Et le fait que Dracula y mette feu, ça montre que là vraiment, dans cette scène, il est plus puissant que la religion. Il est le boss, tout simplement. Enfin bref, moi ça m'a fasciné, comme tout le reste de ce film, c'était vraiment une expérience de malade. En plus c'est Gary Oldman en Dracula, ça c'est génial, et c'est un des premiers rôles de Keanu Reeves. On peut tout de suite passer à la première position de ce top. Je vous préviens d'avance, je ne vais rien dire sur ce film. Si vous avez vu ma vidéo précédente, le top 50 des films de ma vie, vous l'avez vu dedans. Il s'agit bien évidemment de... I think I did all right. Si vous n'avez pas vu ce film, ne regardez rien. Aucune bande-annonce, aucune photo, aucun résumé, rien. J'ai regardé le film en sachant juste que c'était un film de Clint Eastwood qui parlait de boxe. C'est tout. Rien du casting, du scénario, rien. Et je pense que c'est ça qui a permis à ce que ce soit une aussi grande claque. Je ne dirais rien, mais au niveau des émotions, c'est un des trucs les plus puissants que j'ai vécu de ma vie. De toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Ceux qui ont vu $1 Million Baby comprennent pourquoi est-ce qu'il est numéro 1 de mon top, et ceux d'entre vous qui le verront bientôt comprendront pourquoi est-ce que je l'ai mis numéro 1 de ce top. Bon, je vais quand même vous donner deux petits arguments pour regarder ce film. Le premier, le réalisateur et acteur, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood qui est un des plus grands réalisateurs de l'histoire, et $1 Million Baby qui est un de ses plus grands films. Donc déjà ça en dit pas mal sur la qualité de l'œuvre. Mon deuxième argument, c'est la relation entre les deux personnages principaux. C'est tellement touchant, les dialogues sont tellement... It's the only way I'll do it. J'ai envie d'en dire plus, mais je m'arrête là, c'est bon. Regardez $1 Million Baby. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo des Oscars qui va sortir très bientôt, je pense la semaine prochaine. Il y a vraiment des films ultra intéressants, j'ai vraiment envie de vous en parler et j'ai vraiment envie que vous voyiez cette vidéo. Mais bref, moi je vous laisse là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la partager à qui vous voulez, vos amis, vos collègues, votre famille. Et surtout, commentez la vidéo, donnez-moi vos avis sur les films dont j'ai parlé. Et de manière plus générale, faites-moi des retours sur la vidéo, tout simplement. Bref, à la prochaine. Merci, et là la caméra est trop loin, je vais pas venir mettre ma main, Attention, magie du montage.